mariage historique au Luxembourg. Le Premier ministre Xavier Bettel a épousé son compagnon, l'architecte belge Gauthier Destenay, ce vendredi. Il devient ainsi le tout premier chef d'État de l'Union européenne à épouser une personne du même sexe. Merci aux Luxembourgeois. Merci. Le couple est aussi l'un des premiers à s'unir légalement dans le pays puisque le Grand-Duché vient tout juste de légaliser le mariage pour les couples homosexuels. Mais après les festivités, le Premier ministre devra s'occuper d'un autre événement très attendu au Luxembourg, le référendum sur le droit de vote des étrangers, qui aura lieu le 7 juin et qui, selon les sondages, devrait diviser les Luxembourgeois. Cette semaine, dans Focus, on vous emmène au Luxembourg. Ils se sont dit oui. Le jeune et charismatique Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel et son compagnon belge Gauthier Destenay se sont mariés vendredi dernier au Luxembourg. Un acte sentimental, certes, mais aussi un acte politique pour un dirigeant libéral farouchement tourné vers la réforme. Pour en parler, on va tout de suite rejoindre Roby Anthony. Vous êtes responsable de l'antenne Cigale, le centre d'information gay et lesbien. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors dites-nous pour commencer, depuis quand le mariage homosexuel est-il autorisé au Luxembourg ? Écoutez, le vote a été fait le 18 juin l'année dernière et la loi est venue à effet, donc on peut se marier concrètement depuis le 1er janvier cette année. Alors contrairement au Grand-Duché, en France, le mariage pour tous a connu de fortes résistances. Comment vous expliquez cette différence de rédaction entre deux pays de même tradition catholique ? Oui, mais il y a quand même des différences. Enfin, je sais pas, je suis pas le Superman du tout savoir, mais ce que je peux vous dire, c'est par rapport à mon pays, les gens sont assez discrets. Ils n'ont pas une culture de discuter ou de se disputer. Les gens au Luxembourg sont plutôt discrets. Donc, en général, on va plutôt parler derrière votre dos, je dirais, que de se confronter avec un problème. Et donc, c'est peut-être un petit peu aussi une question de mentalité qui fait tout simplement que au Luxembourg, on n'a pas eu tellement de réactions négatives par rapport à l'ouverture du mariage civil pour couples du même sexe. Oui, mais si les Luxembourgeois sont aussi ouverts, pourquoi avoir attendu autant de temps avant de légaliser le mariage pour tous ? Oh, sont-ils ouverts ? Je veux dire, il y a certainement eu un long chemin de préparation. Quelque part, c'est le résultat de tout un cheminement qui a commencé dans les débuts des années 70. Il y a eu des revendications, du militantisme, etc. Donc tout ça, ça a porté des fruits. Peu à peu, c'est du step by step, comme on dit. Donc, entre autres, on a eu la loi du partenariat en 2004, qui était un début, mais on savait tous que quelque part dans le futur, on allait avoir le mariage. C'est qu'au Luxembourg, en général, les choses se passent très lentement. Alors je le disais, c'est évidemment un acte sentimental, mais aussi politique parce que Xavier Bettel veut peut-être rappeler qu'il est un Premier ministre réformateur. Vous en pensez quoi ? Écoutez, déjà, je ne suis pas d'accord sur le fait que Xavier Bettel soit un Premier ministre réformateur par rapport à cette question-ci. Parce que cette ouverture du mariage, ce n'est pas le mérite du présent gouvernement, mais il faut comprendre effectivement que cette ouverture a été annoncée et la loi a été proposée par le gouvernement d'avant. Donc, c'est-à-dire, en fait, on avait annoncé cela en 2010. Maintenant, si vous me posez la question, quel impact son mariage peut avoir sur la population LGBT au Luxembourg, je sais que ça peut paraître difficile à croire ou à comprendre depuis l'extérieur, mais nous, on n'en fait pas trop... On n'en fait pas tout un plat, comme on dit. Roby Anthony, merci pour ces explications. Merci. Nous voulons rester ce que nous sommes, fidèles à leur devise nationale. Les Luxembourgeois vont-ils, oui ou non, accorder le droit de vote aux étrangers ? C'est en tout cas l'une des 3 questions qui leur seront posées le 7 juin prochain dans le cadre du référendum. Réformateurs sur les questions sociales, les habitants du Grand-Duché le seront-ils également sur les questions d'identité ? Élément de réponse avec Laurent Moïse, journaliste et auteur luxembourgeois. Merci d'être avec nous, bonsoir. Alors il n'y a pas de grande tradition de consultation populaire. Pourquoi avoir choisi le référendum pour faire passer ces lois ? Oui, alors effectivement, le référendum est quelque chose d'assez inhabituel au Luxembourg. Dans l'histoire du pays, on n'en a connu que 3.
En fait, le gouvernement a décidé d'investir davantage dans la démocratie directe, estimant que la démocratie directe n'était pas assez développée au Luxembourg. Et c'est la raison pour laquelle elle a fait appel à ce référendum. Alors, à en croire les sondages, la tendance est plutôt au triple non. Comment vous l'expliquez ? Oui, alors, ce sont des sujets très sensibles qui sont posés à ce référendum. Ça touche directement le droit de vote, donc un sujet extrêmement important pour les électeurs. Et visiblement, ça les gêne que ce soit posé sous forme de questions. Il semblerait qu'il y ait une majorité qui ait un problème avec ce genre de consultation, en tout cas peut-être pas avec la consultation elle-même, mais avec les questions qui sont posées. Plus de 44% de résidents étrangers. Le Luxembourg est un des pays européens où le taux d'immigrés est le plus élevé. Pourquoi les Luxembourgeois s'opposeraient-ils au vote des étrangers ? Oui, alors il y a une véritable crainte d'une perte de souveraineté, en fait, qui coïnciderait, selon les opposants à cette ouverture du droit de vote aux élections législatives, une sorte de perte d'identité. C'est un peu cette crainte qui court parmi tous ceux qui s'opposent à l'introduction du droit de vote des étrangers aux élections législatives. Une crainte qui n'est peut-être pas fondée si l'on voit la participation des étrangers aux élections locales ou aux élections européennes. On a remarqué que ça ne provoquait pas d'énormes changements à ce niveau-là. Maintenant, pour les élections législatives, beaucoup de gens pensent qu'on se situe là dans un domaine tout à fait différent, puisque là, il en va de la souveraineté nationale. Laurent Moïse, journaliste et auteur luxembourgeois, merci pour cet éclairage. Merci également. Allez, tout ce qu'il faut savoir de l'actualité au Luxembourg, c'est tout de suite, en bref et en images. La violence conjugale était en hausse au Luxembourg l'année dernière. Elle représentait alors la cause de plus d'un tiers de tous les incidents violents signalés dans le pays. Selon les chiffres publiés par le ministère pour l'égalité des sexes au Luxembourg, sur les 876 cas de violence conjugale reportés l'année dernière, les victimes ont souffert de blessures physiques dans 300 cas. Le Parlement luxembourgeois doit prochainement débattre de la légalisation du cannabis et révéler un nouveau programme de prévention de la toxicomanie. La consommation de drogue au Luxembourg a augmenté de façon régulière de 2009 à 2014. Le débat sur la légalisation du cannabis fait partie des nouvelles mesures proposées pour freiner cette ascension. Le prince Félix du Luxembourg a fait un détour par le festival de Cannes ce week-end pour rencontrer les professionnels du cinéma luxembourgeois au pavillon national sur place. Le Luxembourg a fait l'objet d'une reconnaissance internationale dans le monde du film, en particulier depuis la victoire du court-métrage animé Monsieur Hublot aux Oscars en 2013. Les amateurs de voitures de collection se sont réunis au Luxembourg la semaine dernière. Quelques 70 véhicules ont fait leur chemin à travers le pays dans le cadre d'un rassemblement organisé par le club automobile local. L'événement a marqué la 15e édition du Classic Tour, avec des voitures de grandes marques telles que Bugatti, Morgan, Aston Martin et Cadillac. Le Luxembourg a organisé sa nuit du sport annuelle le 16 mai dernier dans 21 communes du pays. Plusieurs activités sportives étaient offertes au public, comme le football, le basketball, les arts martiaux, mais aussi des sports improvisés comme le ping-pong dans le noir. Le but, participer au plus grand nombre d'activités sportives durant l'événement. Juste après le Qatar, mais devant Singapour, le Luxembourg est l'un des 3 pays les plus riches du monde. Une richesse largement due au rôle de grande place financière qu'occupe le Grand-Duché. Mais à l'heure de l'harmonisation fiscale, le Luxembourg va-t-il pouvoir encore offrir la confidentialité bancaire qui a fait son succès? Élément de réponse tout de suite avec Jean-Loup Sivek. Vous êtes rédacteur en chef du quotidien luxembourgeois Luxembourg Wort. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment le Luxembourg a réussi à maintenir sa prospérité tout en étant farouchement européen? Je crois qu'il faut d'abord voir ce qui se cache derrière ces statistiques. En fait, le Luxembourg a une économie qui est 2 fois plus grande que sa population résidente lui permet d'avoir tous les matins 140 000
travailleurs frontaliers passent les frontières, surtout de France, mais aussi de Belgique et d'Allemagne. Et ceci explique en grande partie ce niveau très élevé quand on par après met le PIB en relation avec le nombre de résidents. Alors l'économie luxembourgeoise est largement basée, vous l'avez dit, sur le secret bancaire. Comment réussir à le préserver, ce secret bancaire, à l'heure de l'harmonisation fiscale? En d'autres termes, est-ce que le Luxembourg peut rester un paradis fiscal? Je crois qu'au Grand-Duché, on ne serait pas d'accord avec la définition de paradis fiscal, ni par le fait de dire que le secteur financier est largement dépendant du secret bancaire. Nous avons à Luxembourg quelques 150 banques. De ces 150, il y en a peut-être 50, 60 qui effectivement sont actives dans ce qu'on appelle la banque privée, donc la gestion d'avoirs financiers de personnes privées qui, eux, d'antan, cherchaient très fortement une confidentialité et pouvaient utiliser cette confidentialité par rapport aux autorités fiscales de leur pays de résidence pour ne pas déclarer certains revenus. Ceci dit, aujourd'hui, les banques doivent s'adapter. Jean-Loup Sivek, rédacteur en chef du Luxemburger Fort, merci infiniment. Mais de rien, merci, au revoir. Saviez-vous que Victor Hugo avait trouvé refuge au Luxembourg après avoir été expulsé de Belgique? Eh oui, un court séjour de 3 petits mois à peine, mais qui a suffi à marquer les esprits dans la ville de Vianden, si bien que dans cette ville luxembourgeoise, eh bien, on a décidé d'y consacrer un musée à Victor Hugo. On va en parler avec Marc Schaffer, il est bourgmestre de la ville de Vianden. Merci d'être avec nous. Oui, aucun problème, avec plaisir. Alors pour commencer, racontez-nous pourquoi Victor Hugo a décidé de s'exiler au Luxembourg. Tout à fait. Alors Victor Hugo, en tout, il est passé 5 fois ici à Vianden. Il s'est déplacé 4 fois pour passer en Allemagne. Donc il s'est arrêté à Vianden, il a visité la ville. Et c'est en 71 où il a été chassé de Belgique parce qu'il avait pris parti en fait pour les communards à Paris. Donc le gouvernement belge l'a expulsé ou lui a gentiment dit de quitter le pays et il a trouvé refuge comme demandeur d'asile ici à Luxembourg et le gouvernement l'a accueilli en lui disant quand même que bon, il fallait être discret et donc il s'est installé pour cette raison-là à Vianden. Alors on est en 1871, en été plus précisément, 3 petits mois à peine, mais qui ont suffi à marquer les esprits visiblement dans votre ville. Le souvenir est très vivace parce que Victor Hugo, pendant ses séjours, donc en tout il est quand même passé 4 fois, il a activement participé à la vie culturelle, à la vie sociale de notre ville. Et il y a une anecdote d'ailleurs qui est très marquante, c'est que pendant son séjour en 71, il y avait un grand incendie juste à côté de sa maison où il résidait. Le maire était absent, donc c'est Victor Hugo qui a pris en charge en fait toute l'organisation pour éteindre l'incendie. Et il a écrit ce fait donc en disant que bon, c'est lui qui organisait les chaînes pour remplir les seaux d'eau donc de la rivière jusqu'aux maisons qui étaient en train de brûler. Et il disait que bon, pour les seaux pleins, c'était les hommes d'un côté, pour les seaux vides, c'était les femmes de l'autre côté. Et en tout, il a écrit à peu près une 40aine de poèmes, plus une bonne partie de son œuvre, L'année terrible, ici à Vianden. Racontez-nous comment est née l'idée de créer un musée Victor Hugo à Vianden. Alors le musée, en fait, il existe depuis les années 30. Ah, quand même. C'était la maison où il habitait, parce que bon, lui-même, il avait loué une chambre donc, dans ce bâtiment et il avait logé sa famille dans l'hôtel en face. Donc de cette maison, il avait une belle vue sur le château médiéval donc en ruine, sur la rivière, et en même temps, il avait une certaine tranquillité pour pouvoir écrire. Et donc, automatiquement, la conséquence était que Vianden, déjà à l'époque, on était très conscient de l'importance du personnage de Victor Hugo.
Et donc l'idée est très vite venue, c'était surtout les professeurs de français de l'époque francophone qui avaient cette idée de fonder ce musée à Vianden, et il a été refait en 2000. Marc Schaffer, merci infiniment pour cet éclairage avec la statue de Victor Hugo juste derrière vous. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et voilà, cette émission spéciale Luxembourg touche à sa fin. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vivez curieux, restez focus. À la semaine prochaine.